Bonjour à toutes et tous. Troisième et dernière séance, normalement, consacrée à l'examen du droit national versus le droit international. Jean-Charles nous a fait dans les deux premières parties part de l'historique de l'évolution des relations entre ces différents périmètres du droit. Et aujourd'hui, il va aborder l'aspect judiciaire de ces aspects, donc les tribunaux qui existent et peut-être ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Et puis enfin, nous débattrons tous les trois sur l'ensemble de cette présentation. Je cède la parole, Jean-Charles. Oui, bonjour. Je vais essayer donc de terminer ce grand déroulé de cette grande aventure du tsunami du droit international qui s'est infiltré à travers toutes les brèches qu'il a pu trouver pour instaurer à la fois dans un premier temps des choses qui sont déclarées pour être le bien commun, le bien de tous, le bien des nations entre elles, etc. Et puis on se rend compte qu'au fur et à mesure, on peut approuver un certain nombre d'incursions, voilà, de prise en charge de certains sujets, et puis au bout d'un moment, on peut quand même se poser les questions. C'est le sens de mon intervention et l'esprit de ma présentation, c'est on peut à un moment donné se demander jusqu'où le droit international peut se permettre où on peut autoriser le droit international d'intervenir dans les affaires dans des pays qui théoriquement, je dis bien théoriquement, sont souverains. On se rappelle que la paix westphalienne, qui a été le point de départ de mon exposé, puisque je me suis attaché à ne pas parler des traités bilatéraux, qui sont des traités historiquement évidents et sans doute pléthoriques, et qui n'avaient pas de caractéristiques bien particulières, mais des traités au moins multilatéraux, et on a même parlé de traités universels avec les créations de la Société des Nations dans un premier temps, qui se prétendait universelle, et l'ONU pour la dernière forme des intentions universalistes et mondialistes, on peut le dire. Enfin voilà, vous voyez l'angle par lequel j'ai déroulé cet exposé. Et je voudrais juste faire un point avant de redémarrer sur les tribunaux, sur un exemple d'une sortie de traité, d'un traité qui est jeté à la poubelle par toute cette aréopage, on dit, oui, aréopage, voilà, de pays. Je parle du traité sur la charte de l'énergie. Ça va être très rapide, mais c'est simplement pour vous signaler qu'il est possible qu'il y ait des mouvements inverses. Bon, ça a commencé par des articles que j'ai trouvés en octobre 2022, c'est tout à fait récent. 9 États membres de l'UE ont annoncé leur décision de se retirer du traité sur la charte de l'énergie. La Pologne, l'Espagne, les Pays-Bas, la France, la Slovénie, l'Allemagne, le Luxembourg, le Danemark et le Portugal, ainsi que l'Irlande qui était pressentie pour sortir. Et en fait, un an plus tard, enfin je continue, je vois les articles, j'ai fait une petite recherche, et en fait c'est même toute l'Union européenne qui va sortir du traité sur la charte de l'énergie. Alors apparemment il y a des mécontentements qui sont d'ordre économique, à cause en fait du fait que le traité permettait à des entreprises privées de faire des procès à des pays. Par exemple, tout pays voulant interdire les projets de forage ou d'extraction minière s'expose à des réclamations, à des dédommagements. Voilà, par exemple, c'est des choses qui étaient inscrites c'est dans l'inspiration, dans la ligne droite des tribunaux arbitraux. C'est-à-dire que c'est une façon, quand on dit tribunal arbitral, c'est un petit peu, on a l'impression d'être face à un oxymore.
Oui, un tribunal, en général, ça arbitre. Un arbitre, c'est siège dans un tribunal, enfin, fait acte de tribunal, de jugement. Eh bien, voilà, ces tribunaux arbitraux, c'est le terme un petit peu consacré pour dire que les sociétés privées vont pouvoir attaquer des États. Donc là, ça s'est mal passé parce que l'Italie a été condamnée en 2022 à verser une compensation d'environ 200 millions d'euros à une compagnie pétrolière Rock Hopper, voilà, parce qu'elle a refusé un permis de forage offshore. Et puis, deuxième exemple, et j'en finis là, l'énergéticien allemand RWE avait réclamé, avant d'y renoncer, 1,4 milliard d'euros à La Haye pour compenser ses pertes sur une centrale thermique affectée par une régulation néerlandaise anti-charbon. Donc voilà, donc sur juste cet exemple, avant de reprendre le déroulé de mon exposé qui était prévu, je suis tombé sur cette nouvelle. Donc on voit que lorsque des gros sous sont en jeu, malgré tout, les idéologies de l'Union européenne et particulièrement marquée par la réduction du CO2, des gaz à effet de serre, etc., marquée par ce genre de choses, eh bien, malgré tout, ils se sont retirés de ce traité. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce renoncement ou cette sortie, mais c'est un élément intéressant pour vous dire que rien ne peut, enfin, tout peut être défait. Enfin, on peut l'espérer. Enfin, voilà. Donc, je reprends mon exposé à l'endroit, et là, je vais partager mon écran pour vous présenter un petit aperçu. Alors, vous voyez l'écran qui parle des tribunaux. Alors, donc, là, on est un petit historique rapide, mais il n'y en a pas pour très long. En 1899, il y avait donc cette Cour permanente d'arbitrage dont on a parlé, qui justement est une cour permanente qui réunit des jurisconsultes, des grands jurisconsultes, je ne sais pas d'où ils sortent. Enfin, toujours est-il que ces gens-là s'étaient mis en tête d'arbitrer un petit peu tout ce qui concernait des affaires internationales et particulièrement aussi entre des parties qui ne sont pas forcément publics ou d'État, des partis privés. Justement, c'est un premier geste. Ça n'a jamais fait Florès. Il y a eu des périodes où la Cour permanente d'arbitrage a bien marché, en particulier entre les deux guerres. Et puis, ça a un petit peu repris. En 90, elle a eu de nouveau quelques dossiers à traiter. Mais ça reste pour l'instant une espèce d'épiphénomène qui ne s'est pas installé de façon pérenne, on va dire, quant à son existence sur le long terme. Enfin voilà, après, à vous d'explorer un petit peu cette affaire. Mais c'est un premier point, une première juridiction qui s'est instaurée d'un point de vue international. Historiquement, ça l'est, donc on doit quand même la citer. Ensuite, en 1920, la Cour permanente de la justice internationale, sous les auspices de la Société des Nations. Donc là, on voit bien que forcément, à partir du moment où on ambitionne d'établir une Société des Nations, quelque chose, un traité universel, on va s'attacher donc une Cour permanente de justice internationale en 1920, donc tout est cohérent. Et le même processus en 1945, ça s'appelle Cour internationale de justice, on enlève le mot permanent, si ça leur fait plaisir. Enfin voilà, toujours est-il que les Nations Unies ont leur organe, c'est la Cour internationale de justice. Ensuite, il y a la Commission du droit international, qui est un organe des Nations Unies, qui est chargée de la codification et du développement progressif du droit international. Elle est créée par l'Assemblée des Nations Unies en 1947. Donc, l'expression codification droit national désigne l'hypothèse où il s'agit de formuler avec plus de précision et systématiser les règles de droit international dans les domaines dans lesquels il existe déjà une pratique étatique considérable des précédents et options doctrinales. Enfin voilà, c'est leur jargon à eux. Le développement progressif du droit international couvre les cas où il s'agit de rédiger des conventions sur des sujets
qui ne sont pas encore réglés par le droit international. Enfin voilà, on voit que autour de la commission, de la Cour internationale de justice s'organisent des commissions dont les objets sont plus ou moins techniques, dont les objets sont de prévoir ce qui n'a pas été prévu ou de faire un rapport pour créer une loi, une convention, un traité, etc. Et ce sont des ressources qui sont instaurées par les Nations Unies. Ensuite, en 2002, l'ouverture de la Cour pénale internationale. Donc, on voit que là, on voit bien la différence entre la Cour internationale de justice, qui, elle, était censée arbitrer entre les États et d'interpréter les traités, des choses comme ça. Et là, on a la Cour pénale internationale qui, elle, est chargée de juger des personnes d'un point de vue pénal. Voilà, c'est le statut de Rome qui le fait. Voilà. Pénal et qui poursuit une justice, en justice des individus. On voit bien, elle répond au projet de création d'une juridiction pénale universelle. Sa compétence est subsidiaire à celle des juridictions nationales. Subsidiaire est un mot qu'on retrouvera dans la suite de mon exposé. Ça consiste à dire que subsidiaire, c'est-à-dire que il y a une hiérarchie entre le droit international qui peut mieux faire, il est subsidiaire à partir du moment où il est déclaré qu'il est mieux de traiter le problème d'un point de vue international, c'est-à-dire d'un point de vue en haut de cette espèce de pyramide de pouvoir juridique, plutôt que de le faire au niveau national. Voilà. On va voir ça plus loin, ce terme subsidiaire. Donc voilà, la CPI est indépendante du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est-à-dire que la Cour pénale mime l'indépendance de la justice en déclarant son indépendance du Conseil de sécurité de l'ONU. J'ai dit mime, vous comprendrez que c'est un peu ironique. Mais enfin voilà. Ensuite, juste pour la nécessité de l'exhaustivité de l'exposé, on a des juridictions spéciales, celle de Nuremberg en 1945, celle de Tokyo en 1946, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie en 1993, ensuite le Rwanda en 1994, un autre sur la Sierra Leone en 2002, ensuite le Liban en 2006. Il y a eu aussi une chambre extraordinaire au sein des tribunaux cambodgiens. Je n'ai pas mis de date parce que ça se fait sur de longues périodes. Voilà, avec le jugement des gens du régime de Pol Pot, etc. Ensuite, il y a des juridictions du pacte des Nations Unies. C'est-à-dire qu'à l'intérieur même des Nations Unies, il y a des comités, et comme on l'a vu, le comité des droits de l'homme et le comité des droits économiques, sociaux et culturels s'attachent à juger, voilà, comment dire, les valeurs, voilà, les actions contraignantes. On a parlé effectivement de la problématique pour ces traités d'avoir des actions contraignantes sur les gens qui sont à l'intérieur de ces traités et qui les signent. Et à un moment donné, il faut se donner les moyens de faire appliquer ces traités. Donc, on avait vu que ces deux comités, comité des droits de l'homme et comité pour les droits économiques, sociaux et culturels, étaient d'une certaine façon des juridictions qui appliquaient des sanctions, des mesures de réextension, des punitions plus ou moins importantes aux nations qui ne respecteraient pas donc l'esprit ou même l'objet de ces traités. Ensuite, on a des juridictions locales. J'ai dit locales parce que je voulais citer les deux juridictions de l'Europe, en Europe, c'est-à-dire la CEDH qui assure le respect de la mise en œuvre de la Convention européenne des droits de l'homme, et donc elle est attachée au Conseil de l'Europe. Hein. Donc le Conseil de l'Europe, ce sont, de mémoire, 47, enfin presque 50 pays
qui font partie du Conseil de l'Europe, ce n'est absolument pas l'UE. Hein. Il y a une grande différence entre le Conseil de l'Europe et l'UE. Par exemple, le Conseil de l'Europe, la Russie en fait partie. Je ne sais pas si elle a pas. Je crois qu'elle a peut-être été exclue. Je n'ai pas vérifié avant l'exposé au vu de la guerre en Ukraine actuelle, mais voilà, le Conseil de l'Europe va jusque à la Turquie, etc. Donc des gens qui ne sont pas forcément, des pays qui ne sont pas forcément dans l'UE. Ensuite, la CJUE veille à ce que la législation de l'UE soit interprétée et appliquée de la même manière dans tous les pays, etc. Donc la CJUE, là, pour le coup, c'est une cour qui est attachée à l'UE. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite partie sur les tribunaux. Ensuite, donc pour vous montrer encore une fois à quel point les traités et le droit international peuvent rentrer et avoir des outils pour entrer dans la vie des pays et faire respecter les traités. Donc là, juste un petit aparté sur l'extraterritorialité du droit US. Ça me paraît important de le citer, bien que je ne sache pas où le placer dans l'exposé, de façon à ce qu'il ait une certaine logique. Là, je ne sais pas très bien où le placer. Là, je vous en parle. Et vous voyez, il y a juste deux, trois petits chapitres, deux, trois petits paragraphes. Bon, voilà, les lois extraterritoriales américaines permettent de sanctionner toute entreprise étrangère pour des délits effectués n'importe où dans le monde, dès lors qu'une seule parmi plusieurs conditions est avérée. Donc, les conditions, c'est des transactions en dollars, des échanges d'emails ou l'hébergement de données sur des serveurs basés aux États-Unis, la présence d'une filiale dans ce pays ou une cotation sur les marchés financiers aux États-Unis. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'en fait, ils s'autorisent d'intervenir dans les affaires de tout le monde dès lors qu'on a plus ou moins à voir avec les États-Unis. Donc, ça leur a permis de poser un certain nombre d'amendes et carrément de faire du racket, disons-le. L'exemple de Frédéric Piaucci, ancien cadre d'Alstom qui a été emprisonné pendant 14 mois aux États-Unis sous de faux prétextes. Il a été carrément mis en otage pour obtenir de M. Cron, le PDG de Alstom, raconte l'histoire. Hein, on ne sait pas quelles étaient forcément les intentions et la facilité avec laquelle M. Cron s'est adonné à la vente d'Alstom. Bon, tout ça est toujours bien compliqué, mais enfin, grosso modo, Piaucci est l'exemple carrément en chair et en os, non plus d'une amende, mais d'une prise d'otage pour obtenir, et sur la foi de l'extraterritorialité du dollar, pour obtenir que des amendes d'Alstom dans un premier temps, et ensuite, au bout d'un moment, tout bonnement, la prise de contrôle d'Alstom par les États-Unis. Pour en finir avec cette histoire, juste pour vous, bon, il parle de 50 milliards de dollars d'amendes, dont environ 15 pour les sociétés françaises. On parle en particulier des 9 milliards payés par BNP Paribas, mais on peut dire qu'il n'y a pas que les Français, Commerzbank, HSBC, Crédit Agricole, ING, Bank of Tokyo, Royal Bank of Scotland, la Suisse aussi, et puis aussi, pas seulement des banques, Siemens, Alstom, Total, Volkswagen, tout le monde y est passé, et donc c'est carrément un vrai racket, ce qui explique d'une certaine façon la facilité avec laquelle un autre pôle d'activité d'influence économique est en train de se construire et face aux États-Unis, on va dire, vu les abus que peuvent représenter l'extraterritorialité du droit US, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà. Alors, donc, maintenant, après avoir fait ces petits apartés, on va rentrer dans les choses beaucoup plus techniques d'un point de vue de droit. Donc là, moi, j'ai appris deux termes, monisme et dualisme. Bon, on peut imaginer de façon sémantique ce que ça pouvait vouloir dire, mais en fait, c'est dans ce cadre-là, monisme, ce sont donc des pays qui appliquent
Alors, c'est par rapport à la primauté. Alors, excusez-moi. C'est par rapport à la primauté du droit international sur les constitutions et les droits internes des droits nationaux. Donc, nous sommes dans ce cadre-là et la question est d'identifier les pays qui vont considérer que d'une façon automatique, quasiment mécanique, une décision de traité international, une convention internationale, ou, et en particulier pour l'UE, les décisions prises au niveau Union européenne seraient appliquées de façon directe, sans révision de quoi que ce soit, en droit interne. Et le dualisme, c'est de consacrer et de maintenir artificiellement, on va dire, la primauté du droit interne d'une certaine façon, puisqu'il faudrait, pour ces pays, faire une loi, faire une modification de la Constitution si nécessaire pour appliquer le droit qui aurait été décidé, enfin les décisions légales qui auraient été décidées au niveau européen en particulier. Donc le monisme, c'est une infiltration directe et sans barrage dans le droit interne. Ça, c'est pour simplifier, hein, parce que les choses sont très compliquées en fait. Et le dualisme, c'est le maintien d'un filtre en droit interne qui, tout simplement, qui fait un mécanisme de porte. On va ouvrir au droit international la possibilité de s'appliquer et on va maintenir un semblant de souveraineté à travers une procédure juridique interne pour accepter les dispositions externes, internationales. Donc tout ça, c'est pour moi, sans rentrer dans les détails, on pourrait considérer que c'est un théâtre d'ombre, on va dire, puisque de toute façon, au final, l'injonction internationale ou du traité ou de l'Union européenne se retrouve au bout du compte, malgré la lecture transversale de tous les articles et de la Constitution française, et là on va y venir, que de toute façon, au bout du compte, le résultat est toujours le même. Le droit international, le traité s'impose au droit interne à partir du moment où le traité aurait été ratifié ou à partir du moment où l'UE, même sans traité, là pour le coup, prend une décision qui va s'imposer à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, etc. Donc, on en est là et on va lire, parce qu'il le faut, l'article 55 de la Constitution de 58, les traités ou accords, ça c'est pour la France, hein, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Bon, là, c'est la moindre des choses quand même. Ça serait quand même difficile de considérer qu'on appliquerait des traités que les autres n'appliqueraient pas en vis-à-vis. Bon, donc voilà, ça c'est un peu la base qui ouvre toute la discussion, enfin qui ouvre ou même peut-être la ferme sur toutes les discussions. Voilà, les traités et les accords c'est une primauté, etc. Et pourtant, il y a des cas où les choses ne sont pas si évidentes. Donc on tombe sur un certain nombre d'épisodes qui rendent complexe toute la façon dont on peut aborder tout ce sujet. On a par exemple l'arrêt Saran. Arrêt Saran qui concerne un vote pour l'indépendance, l'autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Et alors, donc, je vais vous lire parce que c'est un peu compliqué, je n'ai pas tout retenu. La suprématie conférée aux engagements internationaux par l'article 55 ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle. C'est ce qu'on tire des extraits. Là, j'ai copié-collé quelques extraits des discussions. Là, vous voyez le lien sous ce paragraphe vient du Conseil constitutionnel quand même, hein. Donc, ce sont des discussions qui ont lieu sur le Conseil constitutionnel. Donc, je continue. Par cette énonciation particulièrement nette, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État
a jugé que la hiérarchie des normes juridiques qui découlent en France des articles 54 et 55 de la Constitution fait de la Constitution la norme suprême et des normes internationales des normes subordonnées. Donc là, c'est un peu contradictoire si on s'en tient à une lecture non malicieuse, non fouillée. Enfin, je parle de malice parce que c'est la façon dont tout va être, tout est à chaque fois et toujours remis en question à partir de nuances absolument consternantes. Enfin, toujours est-il qu'on a un article 55 qui dit que les traités et les accords sont supérieurs, et on a des décisions et des commentaires de décision, parce que là, ce n'est pas seulement la décision sur la Nouvelle-Calédonie que je viens de vous lire, c'est un commentaire du Conseil constitutionnel et c'est une interprétation de l'arrêt Saran. L'article 55 de la Constitution n'accorde aux traités et accords régulièrement ratifiés, ce que je viens de vous dire, un primat que par rapport aux lois. Voilà. Donc, ils font une nuance par rapport au fait que, en fait, les traités et accords, bien que ça soit, oui, c'est dit, ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois. Bon, voilà. Donc, c'est par-dessus la loi, mais pas par-dessus la Constitution. Donc là, on souligne bien qu'il y a quand même une nuance et une limite. Par ailleurs, l'article 54 de la Constitution établit une hiérarchie favorable à la Constitution, puisqu'il prévoit qu'un traité contraire à la Constitution ne peut être ratifié. Donc là, c'est encore une nuance qui explique que la Constitution ne peut être modifiée qu'à partir du moment où on fait un acte. Et donc, ce n'est plus du modisme, c'est du dualisme, à condition d'accepter donc les termes du traité. Il faut et l'article 54 l'explique très bien, qu'il faut que ça soit ratifié. Ce n'est pas la Constitution qui est contrainte de s'adapter au traité à travers une révision, mais le traité qui ne peut être ratifié. Le dernier mot appartient au pouvoir constituant s'il refuse d'intervenir pour modifier la Constitution afin de permettre la ratification du traité. Celui-ci restera, au moins pour la France, lettre morte. Donc voilà, ce sont des choses qui se disent, qui se discutent. Voilà. Donc, on a plein d'autres discussions au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, l'article 54 de la Constitution, donc il faut le lire parce que quand même aussi, il concerne l'application du droit international. La Constitution préserve sa primauté dans l'ordre juridique interne si le Conseil constitutionnel déclare qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution. Une révision de celle-ci doit précéder la ratification ou l'approbation du dit engagement. Donc voilà, après, bon, là, je vous laisse pour vous montrer un peu le travail que j'ai pu faire à la recherche de documentation. On a discussion toujours au Conseil constitutionnel sur la primauté. Double, partiellement direct, organiquement indéterminé, provisoirement fermé. On a vraiment des gens qui prennent plaisir à essayer de tirer des nuances et c'est vraiment très, très difficile à intégrer. Ensuite, il y a des questions sur la supériorité des normes du droit international sur la Constitution. Je vais vous passer ça. Et je vais arrêter momentanément le partage. Ah non, c'est pour commencer, oui, c'est sur la question de la subsidiarité. Et oui, le partage, l'autre document que je voulais aller voir, ça en parle. Donc, le TUE, le traité de l'Union européenne, établit quant à cette histoire de normes, essaye de traiter le problème à travers plusieurs notions. Principe de subsidiarité, bon, ça c'est une chose. Et ensuite, le principe de proportionnalité et le fait que, et après il y a des notions qui parlent donc de principe d'interprétation stricte. Et puis aussi du fait que l'action du traité doit s'arrêter à partir du moment où elle est suffisante.
C'est les Allemands qui mettent ça en avant. Donc, des questionnements, là, je vous montre, des questionnements qui s'expriment sur le fait, mais dans quelle mesure on peut considérer qu'un certain nombre d'objectifs sont suffisamment atteints. Donc, toutes ces discussions qui paraissent parfois techniques, ben là, tombent sous le bon sens. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes, par exemple, il liste tous les objectifs dans cet article dont on peut douter qu'un jour on puisse considérer qu'ils soient un jour atteints, puisque ce sont des choses assez vagues, l'épanouissement des cultures des États membres, le développement d'une éducation de qualité, protéger la santé, enfin, toutes ces choses-là ne sont pas qualitativement, enfin, quantitativement identifiables. Donc, on peut se demander à quel point on peut dire que l'objectif serait suffisamment atteint. Et ensuite, il y a toute une discussion sur le fait que, et la problématique que l'Union européenne, enfin les instances de l'Union européenne et la Commission en particulier, auraient la compétence de la compétence. C'est-à-dire c'est elle-même qui déciderait d'une certaine façon de savoir en quoi elle est compétente et en quoi tous ces principes de subsidiarité, ces principes de proportionnalité, ces principes d'interprétation stricte, enfin tous ces bons mots sont effectivement applicables ou pas. C'est elle qui, en définitive, va finir par décider de sa propre compétence et de la compétence des compétences qui pourraient s'opposer à elle. Et le nœud a été verrouillé et carrément la messe fut dite à travers la déclaration d'Édimbourg en 1992 qui était à la même époque que le traité de Maastricht. Je vous lis rapidement. Le principe de subsidiarité ne concerne pas et ne saurait remettre en question les compétences conférées à la communauté européenne par le traité, telles qu'elles ont été interprétées par la Cour de justice. Il donne une orientation sur la manière, oui, c'est ça. Le principe de subsidiarité donne une orientation sur la manière dont ces compétences doivent être exercées au niveau communautaire, y compris dans l'application de l'article machin. L'application de ce principe doit respecter les dispositions générales du traité de Maastricht, notamment lorsqu'il s'agit de maintenir intégralement l'acquis communautaire, etc. Donc, ils expliquent d'une certaine façon que le principe de subsidiarité, c'est bien joli, mais quand il y a des intérêts supérieurs, on ne peut pas y déroger. Et là, je vais arrêter le partage pour vous montrer, pour vous partager autre chose. Excusez-moi, je vais essayer de faire vite. Pardon, hop, j'ai perdu. Voilà, il est là. Je reprends mon partage. Là, pour le coup, je vais partager l'écran parce que c'est plus facile de naviguer. Hop, pour vous partager l'écran que je vais trouver ici. Excusez-moi, c'est l'autonomie. Voilà, c'est là. Donc, c'est une discussion. Donc là, c'est une discussion qui a eu lieu en 1996 au Sénat. C'est un rapport d'information de 1996 sur l'application du principe de subsidiarité. Et on sent que les sénateurs qui discutent de cette affaire sont bien maris de cette situation et ne sont absolument pas satisfaits de l'application de ce principe. Donc, tout d'abord, ils expliquent, je pense que vous avez l'écran de nouveau sous les yeux, ils expliquent, j'aurais pas dû bouger ça parce que j'ai perdu la hauteur de mon... hop, où j'étais, voilà, c'est ça. Alors, cette orientation est cependant remise en cause par certains autres aspects de la même communication. L'orientation qui parle donc de principe de subsidiarité. Tout d'abord, la Commission n'aborde pas ou pas directement le problème du contrôle du respect. Voilà. Alors, le problème, c'est déjà, ils identifient un problème, il n'y a pas de contrôle. Comme je vous l'ai dit, la Commission européenne, les instances décident de la compétence de leurs compétences. Grosso modo, c'est là est le gros problème. Et on en est toujours là.
Donc, voilà, pas de contrôle de la subsidiarité, elle s'en remet implicitement à la bonne volonté des institutions européennes, mais si ce remède est suffisant, on peut se demander pourquoi ce principe de bon sens qui est la subsidiarité n'a pas été auparavant davantage appliqué. Donc, d'une part, elle assure que le principe de subsidiarité a toujours été appliqué. Donc, la Commission se défend en disant que de toute façon, bah, voilà, ça a toujours été fait, donc il n'y a pas besoin de contrôle, puisque ça se fait naturellement. Grosso modo, c'est la façon dont elle aborde le problème. Et ensuite, elle précise qu'elle n'est pas responsable du non-respect du principe de subsidiarité. Donc, elle dit que, voilà, il n'y a pas de contrôle, que de toute façon, malgré il n'y ait pas de contrôle, bah, c'est appliqué, et même si ce n'est pas appliqué, eh ben, elle n'est pas responsable. Donc, elle fait des grands laïus. Apparemment, ce qui est entre guillemets sur cette déclaration est certainement pour faire confiance à la façon dont cette discussion a été construite, bah, sont certainement des citations émanant de personnes ou de réponses de lettres de courrier de la Commission ou d'une instance européenne quelconque. Là, ce n'est pas précisé. Et bon, c'est le corps du texte, hein, donc voilà. Peu importe, elle répond, peu importe que la demande d'une proposition émane très souvent du Conseil des ministres ou du Parlement européen, peu importe que de larges consultations soient organisées par les milieux intéressés, peu importe également que les propositions initiales soient surchargées ou dénaturées, machin. Donc, peu importe quoi que ce soit, la responsabilité des réglementations qui serait contraire au principe de... Pardon, j'ai sauté un verbe. C'est la Commission qui aujourd'hui porte principalement devant l'opinion la responsabilité des réglementations. Donc voilà, grosso modo, il dit bah, c'est incroyable, on fait tout et puis vous nous critiquez, c'est injuste. Il est d'autant plus injuste que la Commission soit au centre de ces critiques, qu'elle se limite à exercer les deux missions fondamentales assignées par le traité, c'est-à-dire le monopole de l'initiative, ça c'est... Voilà, ça on connaît, et celle de la gardienne des droits communautaires. Donc voilà, il y a une espèce de posture de la Commission européenne et de cette implémentation de la subsidiarité qui est quand même problématique, et on voit que les discussions continuent de faire florès d'une certaine façon. Voilà, donc là j'arrête ce partage. Et je vais essayer de me diriger vers la fin de cet épisode. Oui, alors il y a eu un autre principe, c'est les compétences exclusives. Compétences exclusives de la Commission. Et donc, qui partage quelque chose, on ne voit pas. Hein. Pardon, oui, d'accord. C'est pas grave, je vais en finir, je vais essayer d'aller plus vite. La compétence exclusive qui a été imprimée en Conseil européen d'Édimbourg. Voilà, alors les compétences exclusives de l'Union européenne, par exemple, c'est la suppression des obstacles de la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, la politique commerciale commune, les règles générales de la concurrence, l'organisation commune des marchés agricoles, la conservation des ressources de pêche et les éléments essentiels à la politique des transports. Ça, c'était grosso modo tiré du Conseil européen d'Édimbourg et des définitions en vigueur au moment quasiment de Maastricht et peu après. Mais on a constaté que tout ça a éclaté, s'est multiplié, et je ne me suis pas amusé à faire la liste des compétences que s'arroge actuellement l'Union européenne, et on l'a vu à travers la politique de Van der Leyen. Elle s'est arrogée, par exemple, la santé, l'éducation, etc. Des domaines qui pourtant étaient cités au départ comme des choses qui ne faisaient pas partie du giron communautaire. Ensuite, et là j'en termine, avec plusieurs problèmes qui se sont passés au niveau de la gestion du budget de la BCE, puisqu'en fait tous ces organismes sont plus ou moins missionnés, liés, etc., par des règles à respecter. Et en matière budgétaire, il y a eu de l'eau dans le gaz à plusieurs reprises à travers quelques jugements. Je n'ai pas réussi à les répertorier, mais il y en a au moins 2 ou 3 depuis la crise des subprimes.
en particulier, même avant, je crois même en 2004, ça ruait un peu dans les brancards, c'est la Cour constitutionnelle fédérale allemande de Karlsruhe qui a décidé régulièrement ou traîne fortement les pieds pour autoriser l'Union européenne, la BCE ou la branche allemande en particulier de consacrer à par exemple, des quantitative easing, vous savez, les programmes d'assouplissement quantitatif qui permet à la BCE de financer des aides enfin contre le Covid, et en ce moment des aides à l'Ukraine, de gérer la crise grecque, etc., et de balancer sur les marchés et en circulation des milliers de milliards d'euros. Et donc, Karlsruhe s'est un petit peu énervé à plusieurs reprises, et ça reprend un petit peu les épisodes, l'épisode dont je vous ai parlé dès le début, et je vais en finir là-dessus, sur la sortie du traité de l'énergie, là, dont je vous ai parlé dès le départ. Eh bien, là aussi, on a sur la fois juste un argument technique, c'est-à-dire que est-ce que je l'ai noté l'argument technique que présente la Cour Karlsruhe, c'est que il y a des limites à ce que la BCE ne peut détenir plus d'un tiers de la dette émise par un État. C'est-à-dire que les États émettent des obligations d'État pour pouvoir ensuite avoir de la liquidité sous promesse de remboursement. Donc, un État doit avoir un certain nombre de personnes, de prêteurs, enfin de créanciers, pardon, et donc la BCE ne peut pas être à plus d'un tiers de la dette d'un État créancier d'un de ses États membres. C'est sur ce point, il y a d'autres points hyper techniques sur cette histoire de Cour constitutionnelle de Karlsruhe, mais c'est le point le plus clair, le plus compréhensible, et disons que c'est comme ça que la Karlsruhe donc veut empêcher la BCE, mais d'une certaine façon entrave la politique budgétaire de la Commission européenne. Et je dois vous dire que lorsque vous lisez les articles qui concernent cette problématique, ils sont très virulents. On voit aussi à quel point la la Commission européenne peut se défendre âprement et méchamment et agressivement contre des décisions de droit émises par une cour nationale pour le coup. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir une cour nationale résister à la cour internationale. Et je vais m'arrêter là parce qu'on peut rentrer dans le détail de cet épisode, mais ça me paraissait important de le noter pour finir, pour vous dire que tout ne se passe pas. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. J'ai pris beaucoup d'autres notes sur cette affaire, et je pense qu'on va ouvrir la discussion. Voilà, à cet endroit-là. Je vous remercie de votre attention. Merci Jean-Charles. Christian. Je voudrais tout d'abord remercier Jean-Charles encore une fois, mais j'aimerais qu'il nous fasse une petite conclusion. Jean-Charles, qu'est-ce que tu en tires comme conclusion? Alors, prenons l'exposé d'aujourd'hui, que tu as fait, en quelques mots. Alors, pas une synthèse serait un résumé, mais une conclusion, des ouvertures sur les choses qui vont, les choses qui vont pas, les choses qui sont bien, les choses qui sont pas bien. Écoutez, moi, d'une part, moi, je fais toujours acte de modestie lorsque c'est la vérité. Je ne suis pas un grand juriste. Je suis béotien en la matière. Mais enfin, bon, je vous l'avais compris à travers mon exposé, c'est que de dire qu'il faut savoir où s'arrêter sur l'immixtion de droit international à l'intérieur des droits internes, sauf à considérer que la souveraineté est une notion ringarde dont on n'en a rien à faire. Si on considère ça, effectivement, on peut laisser courir et aller
jusqu'à ce qu'on arrive à une espèce de gouvernement mondial, parce que en fait, ça recoupe les discussions qu'on peut avoir par ailleurs. Et c'est enfin, la question que tu introduisais, Christian, la dernière fois à la fin de notre discussion, c'est qu'à partir du moment où il y a un droit, il y a un État, ou à partir du moment où il y a un État, il y a un droit. C'est en fait, et on se rend compte par l'intromission, l'immixtion abusive d'un droit d'un droit à l'intérieur des États qui fait droit international, il est de ce fait en train de construire un État mondial. Et c'est ça la problématique, et c'est ce que je vois au bout du bout, c'est que toute cette espèce de flux, de flot, de traités, de conventions, d'accords internationaux est en train de construire un État mondial, et on voit qu'on a des paranoïas face à Klaus Schwab dans son World Economic Forum, on a des paranoïas sur l'hégémon américain, on a des paranoïas sur le fait que des entreprises pourraient prendre le gouvernement mondial en lieu et place des États, on a des tas de dystopies de ce genre, mais il y a une voie beaucoup plus, oui, non mais je laisse commenter, on est bien, mais là on a une voie qui est beaucoup plus efficiente. Ce sont les traités internationaux, l'ONU, la façon dont une immixtion énorme est en train de se faire du droit international dans les droits nationaux et en train de balayer les primautés, les souverainetés, etc. Et c'est ce que j'ai ressenti à faire cet exposé, et je me suis rendu compte que là était peut-être le secret et l'endroit de leur action la plus avancée vers le mondialisme. Bon, évidemment, on voit que les traités ne sont pas partagés par tout le monde et que l'ONU est en train, enfin, bon, il y a des choses qui sont en train de changer au niveau des équilibres des traités. Et bon, vous savez, bon, les BRICS, etc. Bon, il y a des choses qui sont en train de basculer, ou en tout cas de ralentir, de ne pas se passer comme prévu. Mais en tout cas, si rien ne s'était passé dans ces dernières années, on aurait eu là le porte-avions de la mondialisation qui aurait été le droit international. Voilà. Merci Jean-Charles, merci à la Russie. Christian? Oui, alors, bon, moi je fais j'ai une conclusion un petit peu différente. J'ai une conclusion en forme de question. Parce que là, on a étudié l'existant, on a fait l'étude de l'existant. Qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement sur cet échafaudage qu'on appelle le droit international? Alors, la première question, me semble-t-il, qu'il faut se poser, c'est faut-il un droit international? Alors, faut-il un droit international? Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une réflexion engagée au niveau de tous les États ou au niveau d'une commission, on va ce qu'on veut, mais qu'on réponde à cette question, faut-il un droit international? Parce que jusqu'à présent, on n'en avait pas. On a quand même vécu 20 siècles sans droit international, avec un amoncellement de traités, avec la loi du plus fort, avec un tas de choses. Bien. Pourquoi aujourd'hui faudrait-il un droit international? Bon, et c'est une question en fait qui n'est pas débattue. Et on n'y répond pas puisqu'on ne se pose pas cette question. Alors, le deuxième débat que je souhaiterais ouvrir, c'est peut-on alors, si on répond oui à la question il faut un droit international, après avoir donné des arguments, bien entendu, des arguments qui vont être soumis à la contradiction et auxquels on va répondre à ces contradictions, on va poser une deuxième question. Est-ce qu'on peut concevoir l'établissement de notre droit international sans un État international? Est-ce qu'on peut faire fonctionner du droit sans qu'il y ait un État qui soit qui administre ce droit? Voilà. Ensuite, la troisième question, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre dans ce droit? Et là, on retombe sur l'un de mes dadas, qui est la confusion entre le législatif et l'exécutif. Et en fait, quand on parle de droit, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de
la Constitution, c'est-à-dire une Constitution mondiale, est-ce qu'on parle de loi, des lois? Les lois, c'est coercitif, une Constitution, c'est pas coercitif. Et puis, où est-ce qu'on parle de politique, d'harmonisation des politiques exécutives? Par exemple, quand on dit droit international, on pense à des chartes qui s'appellent droit universel, etc., etc. Et donc, on en revient à se poser une question que moi je pose souvent, c'est qu'est-ce que ça veut dire donner des droits? Et je dis ça n'existe pas. Ça n'existe pas en termes de droit. Ça existe en termes de politique exécutive. Je prends un exemple. Bon, on va donner un droit à quelqu'un qui est démuni, à quelqu'un qui n'a pas un revenu assez important, on va lui donner un droit à avoir un subside. Bien, c'est pas de droit ça. Ça, c'est du subside exécutif, c'est un arbitrage à partir des finances de l'État que gère l'exécutif. L'exécutif a décidé d'affecter certaines sommes à certaines parties de la population. Et si le droit international, c'est l'harmonisation des politiques, ça veut dire qu'il doit y avoir une instance, qu'on peut appeler tribunal ou commission, comme on veut, une instance qui va voir si dans tous les pays, il y a bien une harmonisation de la façon dont on vient en aide aux plus démunis. C'est un exemple que je donne, voilà, pour dire qu'il y a dans le droit international déjà une double bifurcation qui est l'arbitrage entre les traités et puis l'harmonisation du droit. Et ensuite, on a une deuxième rubrique qui est l'harmonisation des politiques exécutives. Alors, pour ce qui est de la bifurcation, disons de la subdivision du droit international entre l'arbitrage des traités et l'harmonisation des règles coercitives, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on peut dire que l'arbitrage des traités dont Jean-Charles a parlé aujourd'hui, au début, avec notamment la Cour permanente d'arbitrage, eh bien ça se rapproche en fait de ce que font les tribunaux lorsqu'ils arbitrent les litiges entre les contrats. Finalement, un traité, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à un contrat entre deux individus. Et qu'est-ce qui arbitre ces litiges entre les individus qui ont signé des contrats? Eh bien, c'est un tribunal. Donc, il y a cette partie du droit international qui est arbitrage des litiges qui surviennent entre deux ou plusieurs États qui ont contracté entre eux un certain contrat ou un traité. Ça, c'est une partie du droit international qui n'est pas du droit, mais qui est du pouvoir judiciaire. Parce que j'ai parlé de la confusion entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais c'est le pouvoir judiciaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des tribunaux qui vont arbitrer des traités qui sont en fait des contrats internationaux. Voilà. Donc là, on parle du secteur judiciaire. Ensuite, il y a l'harmonisation éventuelle des règles coercitives. Alors là, on est dans le domaine de la loi. Bon. Et ça, eh ben, c'est extrêmement flou. Alors c'est un petit peu... c'est balbutiant au niveau pénal. Hein, avec la Cour internationale, la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale essaye de dire qu'il doit y avoir une harmonisation des règles communes dans le domaine pénal. Alors ça veut dire qu'il faut envisager de faire un code pénal international. Et c'est un code pénal international, ça doit être un code pénal qui, du coup, s'applique dans tous les pays. Et là, j'en arrive à ce cheval on appelle ça cheval de serpent de mer. Voilà, cheval de mer, cheval de Troie, serpent de mer, qui est la subsidiarité, qui est une absurdité, qui ne veut strictement rien dire, qui crée de la confusion. La subsidiarité, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la définir, on ne peut pas la contrôler. Voilà. La subsidiarité, c'est
fait pour dire nous n'arrivons pas à faire une législation internationale, donc on va parler de la subsidiarité. On va créer voilà, un petit tribunal ici. Bon, Jean-Charles a suffisamment expliqué l'absurdité, enfin, disons l'impossibilité en fait de contrôler, de faire fonctionner la subsidiarité. Voilà, donc la subsidiarité, il faut qu'on n'en parle plus. Si on veut harmoniser les règles communes, il faut qu'il y ait, par exemple dans le domaine pénal, qu'il y ait un code pénal international et que tous les États disent, voilà, ben, très bien, nous allons mettre ce code pénal, nous allons appliquer ce code pénal chez nous. Voilà. Et puis, la troisième rubrique, c'est l'harmonisation des politiques, politiques exécutives. Ça, on le retrouve en filigrane dans tous les pactes, toutes les chartes de ceci, chartes de cela, qui sont très souvent des blabla politiciens, des prêches, qui sont finalement, au bout du compte, des effets d'annonce politiciennes qui servent, disons, les politiques intérieures de ceux qui les professent. La véritable harmonisation des politiques exécutives, eh ben, ça veut dire que si on dit que chaque pays doit affecter je sais pas, 3% de son budget à l'aide sociale, il faut que tous les pays affectent 30% de leur budget à l'aide sociale. Il faut qu'il y ait une commission qui puisse vérifier ça et qui puisse appliquer des sanctions. Voilà. Alors, sinon, tout le reste, c'est du blablabla. Voilà. Et puis, alors, dernier point de commentaire sur l'exposé de Jean-Charles. Bon, à propos des articles 55 et 54 hein, de la Constitution française. Alors, Jean-Charles, c'est pas ça. Hein. Bon, il n'y a pas, bon, c'est pas une nuance ou un paradoxe, il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de nuance. L'article 54 dit que un traité ne peut être ratifié s'il est contraire à la Constitution. S'il est contraire à la Constitution, le traité ne peut pas être ratifié, donc il n'est pas ratifié. Et donc l'article 55, on n'en parle pas. L'article 55 ne parle que des traités qui ont été ratifiés. Il n'y a pas de paradoxe. Pour une fois hein, que la Constitution est cohérente, il faut le dire. L'article 55 dit que le traité est supérieur aux lois à partir du moment où il a été ratifié. Bon, il a été ratifié s'il n'est pas contraire à la Constitution. Bon, attention, si le Conseil constitutionnel s'est trompé en disant il est contraire ou il n'est pas contraire, là c'est un autre problème. Et puis, la virgule qu'il y a après dans l'article 55, c'est sous condition de réciprocité. Et là, c'est uniquement là qu'il y a un problème. C'est-à-dire que cette condition de réciprocité, qui la vérifie? Personne. C'est-à-dire que, en principe, ça devrait être le Conseil constitutionnel, mais quand on lui dit de la vérifier, il dit c'est pas moi. Voilà. Alors là, je te renvoie aux travaux du recours constitution, puisque nous avons étudié précisément sur l'action ou les agissements du Conseil constitutionnel, notamment à propos de la mémoire en requête, enfin d'une requête contre l'IVG en son temps, je ne sais plus la date, 78, enfin bref, voilà, où le Conseil constitutionnel a dit ah mais réciprocité, moi je ne sais pas, j'en sais pas, c'est pas mon problème. Voilà. Bon. Donc là il y a le vrai problème, hein, il est de cette condition de réciprocité qui, un petit peu d'ailleurs à l'image de la subsidiarité, ne va pas pouvoir être démontrée. Et même plus grave, il n'y a pas d'instance qui est habilitée à dire « moi, je vous dis que ça a été réciproque » ou « moi, je vous dis que ça n'a pas été réciproque ». Voilà. Eh bien, c'est à peu près tout. Je vous remercie. Merci bien, Christian. Bon, ben, je m'y colle. Donc, maintenant, alors, sur ton exposé, bah, merci de ce gros travail. Hein, Jean-Charles, ça nous a bien parce que c'est extrêmement dense, hein, et très entre l'historique et toutes les juridictions et encore, il y en a plein qu'on n'a pas évoqué. Enfin, c'est une vraie forêt. Et puis il y a une notion, il y a droit international public et droit international privé. Et je ne suis pas rentré dans ces différenciations, mais là, on serait sur une pente infinie. Voilà.
Alors moi, deux, trois points, hein. Donc déjà, c'est très important, je pense, de bien distinguer la CIJ, la Cour internationale de justice, qui est, à mon sens, la seule instance véritablement euh, internationale de droit, puisqu'elle relève de l'ONU, donc avec 194 ou 100, enfin, quasiment tous les pays de la planète qui adhèrent à la Charte des Nations Unies, une légitimité extrême. Par rapport à la CPI et à toutes ces émanations diverses, où là on est plus, en définitive, permettez-moi cette incise, on est en fait dans la justice de l'hégémon. C'est-à-dire qu'il s'attribue des droits sur la Yougoslavie, sur la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle quand même que Laurent Gbagbo, qui a été emprisonné quand même pendant 10 ans, tout ça pourrait finir par un non-lieu quand même à la fin. Hein. Et pendant ce temps-là, la Côte d'Ivoire, elle a été complètement, sa trajectoire politique a été complètement bouleversée par cette arrestation. Donc on est vraiment là dans une instrumentalisation de la justice qui est une tendance, bon, je dirais, qui n'est pas nouvelle. Hein, historiquement, ça arrivait même déjà à l'époque des rois. Hein, mais voir Philippe VI, je crois, Philippe le Bel, qui avait déjà instrumentalisé la justice, il avait fait un procès de 7 ans aux Templiers, hein, voilà, ou un roi en Angleterre qui avait fait couper la tête de son épouse pour une raison qui l'arrangeait. Enfin, bon, voilà. La justice. Les 6 femmes d'Henri VIII. Hein, les six femmes d'Henri VIII. Voilà. Et donc, la justice, c'est pas nouveau. Donc, la justice indépendante, tout ça, c'est vraiment du pipeau, je dirais, intégral. Sur le Conseil de l'Europe, oui, alors oui, c'est un organe qui est antérieur à l'Union européenne, hein, et dont la Russie était membre, a été exclue récemment, mais elle s'est retirée de toute façon. Sur l'extraterritorialité du droit américain, ça c'est encore un truc terrible, mais qui, je dirais, comme l'hégémon, je dirais, est en train de se tirer des balles dans le pied. Moi, je pense qu'il se tire des balles dans le pied à la répétition, là, parce qu'en détruisant cela, en détruisant la confiance que l'on pourrait mettre en lui, et en fait, il est en train de s'auto-détruire, et je pense que les BRICS, notamment, pas que les BRICS, hein, il y a d'autres organisations, là, il y a l'OSC notamment, font que ça va pas pouvoir se faire, et c'est bon, je parlais de la Russie tout à l'heure, mais voilà, c'est en train de se déliter. Je ne pense pas qu'ils pourront arriver à tout ce processus dont on voit que c'est une jungle d'organisation et d'institutions. On en est à des usines à gaz avec, comme vous l'avez souligné, la subsidiarité comme summum de l'usine à gaz, quoi. C'est-à-dire que on est dans l'insoluble total, donc oui, alors du coup on a de l'arbitraire, on a oui, je dirais même il y a du random là-dedans, il y a de l'aléatoire, même je dirais, il n'y a pas que de l'arbitraire. Je dirais que c'est juste, on arrive aux limites du possible de cette logique juridique qui vise à tout écrire, à tout codifier, à tout régler dans les moindres détails. Chose très importante, bon, qui moi, voilà, un PCCR, hein, donc pas de surprise, la Constitution est bien supérieure au droit international, et le droit international européen et, d'une manière générale, tous les traités sont supérieurs au droit ordinaire. Mais la Constitution est bien le sommet de la pyramide de Kelsen, hein, notamment. Oui, bien sûr. Et je dirais qu'il y a un certain nombre de gens qui refusent de le voir. Je penserais par exemple à M. Asselineau, hein, qui dit la seule façon, ça serait de dénoncer les traités, etc. Il oublie quand même que la Constitution est au-dessus. Bon, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, se satisfont en réalité de la Ve République, de cette Constitution, et qu'en fait, la seule chose qu'ils déplorent dans cette Constitution, c'est que ce ne sont pas eux qui sont à la tête de l'État. Hein. Je pense qu'il
il y a une part de mauvaise foi. Donc, la Constitution est évidemment un levier pour pouvoir faire voler en éclats, je dirais, ces constructions qui posent problème parce que, comme tu l'as dit dans ta conclusion, Jean-Charles, Christian a bien fait de te demander de préciser, la question est de savoir où s'arrêter. Où s'arrêter entre le droit et la souveraineté, le droit international et la souveraineté. C'est le cœur du sujet. Si on va dans le tout droit comme c'est actuellement, hein, avec notamment des notions comme gouvernement des juges, des choses comme ça, on va vers un genre de gouvernement mondial, vers un État mondial, vers ce genre de structure complètement très éloignée des individus, mais même des nations, hein, puisque voilà, il est question notamment dans l'Europe, avec la construction de l'Europe fédérale qui se profile avec les élections européennes, de rendre la règle de l'unanimité obsolète, c'est-à-dire qu'on pourra imposer à un pays même une règle avec laquelle il aura été en désaccord. Donc là, on arrive vraiment à ce hiatus entre le droit et à la souveraineté. Et là, du coup, j'en arrive aux 3 questions qu'a posées Christian, parce qu'au fond, c'est ça. Faut-il un droit international? Alors, moi, j'aurais tendance à dire un droit, je ne sais pas si on peut l'appeler un droit, on peut avoir un certain nombre de principes. Hein. Je pense que ça devrait rester à ce niveau, à niveau des préambules de constitution. Des principes de solidarité, par exemple. On pourrait déclarer, s'il y a un tremblement de terre, une catastrophe quelque part, il y a une solidarité humaine mondiale qui peut s'exercer sur l'éducation, sur des choses qui font consensus, je dirais. C'est un peu l'idée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, de 1948. Voilà. Aller au-delà de ça, je dirais au niveau planétaire, ça me semble tout de suite remettre en cause la souveraineté des États. Sachant que, alors, faut-il un droit international? Je dirais, quelque part, c'est aussi une tendance lourde. C'est-à-dire qu'il y a une tendance lourde historique à une structuration toujours plus grande des structures. Donc, on revient à la négantropie une fois de plus. Donc, en toute logique, effectivement, il doit y avoir une structuration au niveau international. C'est la suite logique. Hein. Comme tu l'as souligné, Christian, ça n'a pas existé pendant des siècles et des siècles, mais ça a fini par émerger de soi-même, sans qu'il y ait une volonté particulière ça a émergé en définitive des histoires, des guerres, etc. Donc, il y a un besoin qui s'est fait jour, et la question est de savoir comment y répondre. Effectivement, moi je dirais il y a 2 modes par rapport à ça. Soit il y a le mode unitaire, soit il y a le mode multiple. C'est-à-dire, soit on fait quelque chose qui est unitaire et on fait un droit pour tout le monde, à ce moment-là, il faut aller au bout, hein, comme tu dis. Hein. La logique de ça, c'est qu'il faut un code pénal international, les droits, etc. Et tout le monde s'aligne. Et donc, c'est la fin de la souveraineté. Ou bien, et un gouvernement mondial, etc. Ou bien, au contraire, il faut c'est-à-dire autant que nécessaire de modes de structuration. Et moi, je pense que c'est ce qui est en train d'émerger aujourd'hui, justement. Ce n'est plus le gouvernement du 1, mais la colonisation, c'était un peu ça aussi. Vous aviez l'Angleterre, par exemple, la Grande-Bretagne, qui dominait à elle seule, ce petit pays dominait énormément de pays. Hein. Et puis, ça s'est retrouvé à être contesté, et c'est de plus en plus contesté. La suite logique de ça, c'est un monde multipolaire, où justement, on n'a plus des règles uniformes pour tout le monde, mais peut-être des règles ad hoc, qui se constituent entre pays, ou entre groupes de pays s'ils le souhaitent, mais je dirais à géométrie variable. Et là, on a une structuration qui est certes à cette échelle, donc à l'échelle internationale, voire à l'échelle mondiale, pourquoi pas, mais qui se construit au gré le gré et en fonction de ce qui est efficace, et qui permet d'éviter tous les paradoxes, notamment et des usines à gaz, parce que là, on voit bien que c'est une usine à gaz, des droits internationaux, et notamment de la subsidiarité. Voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Ce sera, je pense, moi, si on devait faire une préconisation en termes constitutionnels pour le CRC, il me semble que ça serait celle-là. En tout cas, c'est celle que je vous soumets.
Alors, je vais quand même vous affirmer quelque chose. C'est que, par exemple, j'ai cherché de savoir si il y avait une constitution européenne. Alors, je vais sur Vie publique et je vois et je lis, il n'y a pas de constitution européenne. Le traité établissant une constitution pour l'Europe, adoptée sur la base des travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe, n'a pas été ratifié, ce qui a conduit à l'élaboration d'un traité modificatif, c'est-à-dire le traité de Lisbonne. Donc, il y a toute une exégèse de cette affirmation. Donc, voilà. On a gagné quand même en 2005. Hein, malgré que Sarkozy a ratifié, on a quand même gagné que ça n'a pas valeur constitutionnelle. Et ça, voilà. Ça, c'est quelque chose que dans notre discussion, on doit dire. Voilà. C'est quelque chose, c'est une affirmation dont je n'avais pas notion. Mais voilà. Il n'y a pas de constitution européenne. Donc, en conséquence, déjà, c'est un point important. Ensuite, sur l'article 55 et 54. L'article 54 dit « Si le Conseil constitutionnel saisi par le président, machin, etc., a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, il est écrit « L'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution. » Mais il n'est pas dit, en aucun cas, il n'est dit qu'il n'y aurait pas une révision. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, de toute façon, si ça arrive, eh ben, on devra l'autoriser et réviser la Constitution. Il n'y a pas dans cet article et la façon dont il est écrit qu'il y aurait une option pour refuser l'application du traité international. C'est-à-dire que voilà, c'est simplement, s'il y a un traité international qui pose problème par rapport à notre constitution, ben, faudra qu'on fasse les choses bien pour que ça le soit. C'est tout ce qui est dit dans cet article 54. Il n'y a pas d'option pour dire, eh bien, nous ne ratifierons pas parce que si on n'en a pas envie, ce n'est pas écrit comme ça. Donc, pour moi, l'article 54 ne résout pas du tout et ne maintient pas et ne suggère pas le maintien de la primauté de la Constitution française par rapport au traité, bien qu'ils disent le contraire. C'est-à-dire que, oui, dans l'article 55, il y a une dans la Constitution, on dit et on répète que la Constitution est au-dessus de tout. Mais je ne crois pas que Asselineau se trompe tant que ça. Et là, on est en désaccord sur l'interprétation, puisque l'article 54 ne répond pas du tout à ce point de contestation que pourrait représenter une contestation, justement, d'un traité. Ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. En plus, donc, il y a cette je pense, veut intervenir sur ce point-là. Oui, ouais. Ça va, j'ai compris. Non, c'est écrit. C'est écrit. Un traité ne peut pas être ratifié s'il est déclaré contraire à la Constitution. C'est clair. Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit comme ça. Ah ouais. Non, alors, sauf il vient de te lire l'article. Si il n'est pas. Il faut, avant, modifier la Constitution pour qu'il soit ratifié. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faille le faire. Ah. Non. Ben, Non. Ça serait bien de le faire. Non, ça n'est pas dit. Non, ça n'est pas dit. L'article 54 ne dit pas que lorsqu'il arrive sur la table un traité à ratifier, que le Conseil constitutionnel dit attention, non, c'est pas possible parce qu'il y a un truc contraire à la Constitution. Eh bien, l'article 59.4 ne dit pas qu'il faut modifier la Constitution, d'autant plus que l'article, on ne peut pas dire qu'il faut modifier la Constitution, il y a des règles pour modifier la Constitution. Bon, l'article 54 ne dit pas que ce qu'il déclenche, que le fait de déposer un article, de déposer un traité à la ratification, que le Conseil constitutionnel va déclarer contraire à la Constitution, l'article 54 ne dit pas que ça déclenche
une modification de la Constitution. Il dit que simplement, il ne pourra être ratifié que si la Constitution est modifiée. Et donc, tout ce qu'on peut, c'est pas une question d'interprétation, c'est une question de lecture du français, de la syntaxe, et qu'il dit, ben écoutez, il faut effectivement, si on veut que le traité soit ratifié, hein, ben moi, Constitution, article 54, je vous dis qu'il faut modifier la Constitution, c'est tout. Oui, il dit ça. Et alors? Non. Écoute, on va prendre le français, c'est tout. Si il est écrit, si vous voulez que votre plat soit salé, mettez du sel. C'est tout. Non, il est dit si vous voulez. Et il n'est pas dit que si vous ne voulez pas que votre plat soit il ne parle pas de plat ni de sel. Il lit ce qui est écrit. Hein, bon, l'autorisation de ratifier ne pourra intervenir qu'après révision de la Constitution. C'est clair. Oui. Voilà. Mais voilà. Mais ils ne disent pas qu'il est possible de ne pas le faire. Non, il ne le dit pas. Il le dit On pas. ne dit pas ce qu'il n'est pas possible de faire, parce que il le dit pas. Là, l'ensemble est infini. Où est le problème? Parce que je veux dire, ça, c'est toujours comme ça. C'est quand tu affirmes une loi, tu n'affirmes pas tout ce qui est contraire. Enfin, c'est une liste infinie des choses qui est contraire. Mais tu as raison. Il ne dit pas qu'on peut le faire. Et alors, bon, il dit que ça pourra intervenir s'il y a révision de la Constitution. Ah oui. Bon, enfin voilà, donc c'est une question d'interprétation. Non, c'est tellement important. Stop. On peut y passer 3 jours. Non, parce qu'on peut passer 3 jours si on ne sait pas lire le français. Mais parce que mais c'est tellement important qu'on ne peut pas dire que l'article 54 prête à. Il y a tellement d'articles dans la Constitution où effectivement il y a une marge d'interprétation. Là, il n'y a pas de marge d'interprétation, c'est extrêmement clair. Bon, c'est-à-dire que ce traité ne peut pas être ratifié. Il ne pourra être ratifié que si la Constitution est modifiée. Bien. Voilà. Si vous voulez bien. Voilà. Bon, ben voilà, autrement. Non, parce qu'on entend souvent ça. Et pour commencer, Asselineau. Bon, c'est pour ça que je me permets d'insister que tous les tribuns qui font alors on va dire un mot, pourtant qui n'est pas le mien, qui font du populisme, qui essayent d'attirer le gogo avec des trucs faciles et des trucs sensibles, émotifs, en disant la Constitution, on peut tout faire. Bon, ça, faut dire les choses exactes. Quand la Constitution est lamentable, il faut le dire. Lorsqu'elle dit un truc précis, lamentable, je veux dire, d'un point de vue de l'interprétation, que c'est un article à tiroir où on peut tirer 36 000 interprétations, il faut le dire. Lorsque c'est un article extrêmement clair, il faut dire que c'est extrêmement clair. Voilà. Et donc, c'est pour ça que j'insiste, c'est pour pouvoir mettre en défaut des tribuns qui affirment le contraire. Bien, écoute, tu ne m'as pas convaincu parce que dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Non, on arrête. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? La Constitution est bafouée tout le temps par les traités et très, très souvent par les traités. Voilà. Bon. Et ils ne prennent pas soin de réviser la Constitution quand c'est nécessaire. Voilà. Ah non, mais alors, qu'il y ait des infractions constitutionnelles, oui. Qu'il y ait des infractions à la loi par le pouvoir exécutif, oui. Mais à ce moment-là, il faut les dénoncer au nom de la Constitution. C'est pas parce qu'il y a des infractions qu'il faut dire que si la Constitution est mal écrite, et qu'il y a des infractions parce qu'il y a l'interprétation qui permet de faire, effectivement. Mais si la Constitution est bien écrite, si un article est bien écrit et qu'il y a une infraction malgré l'écriture extrêmement claire, c'est une forfaiture. Et il faut le dénoncer. Très bien. Et on a les arguments pour porter ça au Conseil d'État, pour porter ça au Conseil constitutionnel, ou pour porter ça devant le peuple. Voilà. La preuve, ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée nationale sur le traité signé par Macron auprès de Zelensky et l'Ukraine, qui est discuté de façon fallacieuse au titre de l'article 50-1 au lieu d'être discuté au titre de l'article 53. Et on voit comment on peut manipuler. Il faut l'étudier.
Ouais. De même qu'il faut étudier les décisions du Conseil constitutionnel concernant la loi immigration. C'est des trucs qu'il faut faire. Mais personne ne le fait. Évidemment, sûrement on crie, ah, c'est le scandale. Bon, mais faisons l'étude juridique de ce truc-là pour voir si c'est effectivement dans les clous ou pas dans les clous. Ok. Merci beaucoup, messieurs.